Bienvenue sur Astro-Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre À la rencontre des astéroïdes, chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Nous sommes toujours en compagnie du Dr Patrick Michel, avec qui nous allons évoquer les missions de rendez-vous d'astéroïdes. Alors, parlez-nous un peu des toutes premières missions pour commencer. Oui, alors en fait, les missions de rendez-vous vers les astéroïdes ont commencé en fait avec le lancement en 1996 de la mission NEAR de la NASA, qui avait pour but de rejoindre l'astéroïde Eros, qui est donc le deuxième plus gros astéroïde géocroiseur qui fait à peu près 17 km de diamètre moyen et qui a d'ailleurs été découvert simultanément à l'Observatoire de Nice et à Berlin dans la fin du 19e siècle. Et cet astéroïde donc a été choisi par la mission NEAR qui a d'abord fait un survol d'un astéroïde Mathilde, nous avons parlé des missions de survol dans un autre podcast, et a rejoint, et ça c'est magnifique, l'astéroïde Eros, dieu de l'amour, le 14 février 2000. Oh, belle donc, date. Voilà, le jour de la Saint-Valentin, n'est-ce pas, la sonde NEAR, qui a pris d'ailleurs le nom de NEAR Shoemaker, en l'honneur de Gene Shoemaker, qui participait à cette mission et qui avait éduqué les astronautes à la géologie. D'ailleurs, lui-même voulait devenir astronaute et qui était mort dans un accident de voiture quelques années auparavant. Et donc l'époux de Caroline Shoemaker également. Voilà, Caroline Shoemaker, qui était une observatrice. Et d'ailleurs, le nom de la comète Shoemaker-Levy 9 vient de leur nom, donc c'est quelqu'un de très fameux. Et donc cette sonde a pris le nom de NEAR Shoemaker lorsqu'elle est arrivée sur Eros, donc le 14 février 2000, s'est mis en orbite autour d'Eros. Nous faisons découvrir une forme de cacahuète impressionnante. Je dois dire que pour moi, c'était vraiment extraordinaire parce que je venais être recruté au CNRS sur un poste permanent et c'est la première fois, alors qu'on était encore à l'ère précoce d'Internet, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, etc. C'est la première fois que à la NASA, ils avaient mis en place pour cette sonde et cette mission un site dédié sur lequel tous les jours on avait accès aux nouvelles images prises par les caméras de NEAR de l'astéroïde Eros. Et donc moi, quand j'arrivais à l'observatoire tous les matins, je suis plutôt un lève-tôt, eh bien je me connectais et je découvrais les images de la veille prises par la sonde. C'est la première fois qu'en temps réel, quasiment, on découvrait des images auxquelles, d'ailleurs, le public avait accès, une partie d'entre elles. Et il y avait vraiment un souci de communication au public et un souci de faire participer le public à cette aventure avec les premières images prises à distance d'Eros où on commence à distinguer cette forme de cacahuète. Puis ensuite, on s'approche et on commence à découvrir que c'est bien plus complexe que ça. Il y a des gros cratères à la surface. C'est aussi la première fois que se révélait à nous le fait que la surface des astéroïdes, et on l'a confirmé pour les autres ensuite, est couverte d'un milieu granulaire qu'on appelle régolithe, comme le régolithe lunaire, c'est de la poussière. Et en fait, sur les astéroïdes, il peut prendre une forme de couche de poussière, comme sur Eros d'ailleurs, assez fine, ou alors ça peut être des graviers, ou des rochers, comme on l'a vu sur les astéroïdes Bennu et Ryugu, dont on parlera à une autre occasion. Un joli terrain de jeu, en somme. Ah oui, parce que c'est vraiment des surfaces complexes, avec donc cette espèce de sable qui couvre la surface, ces cratères. On a commencé à découvrir aussi des structures linéaires qui ressemblent à des fractures. Est-ce que l'on peut dire que ça a donné lieu à la création de nouvelles spécialités scientifiques ? Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu d'abord que ce milieu granulaire, donc qui constitue le régolithe, qui évolue dans des conditions très différentes de celles de la Terre, parce que Eros fait 17 km de diamètre, donc l'attraction de surface est bien plus faible que celle de la Terre. Eh bien, il nous fallait comprendre quel était l'effet de cette faible attraction sur le comportement de ce milieu. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est à partir de là qu'on a commencé à s'intéresser à la physique des milieux granulaires, qui est étudiée, bien sûr. Il y a des grandes communautés qui travaillent là-dessus sur Terre avec des applications industrielles, par exemple, pour pouvoir augmenter l'efficacité de la distribution des gélules, des médicaments. On voit comment les gélules, on les met dans une boîte et on voit comment, avec un trou, on arrive à les faire évacuer. Il y a des problèmes de blocage. Et donc, tout ça, c'est simulé. Pareil, les silos à grains.
Ah oui. Donc il y a énormément d'applications des milieux granulaires sur Terre pour les sables, les carrières, etc. Mais là, c'est la première fois qu'on s'apercevait que cette physique-là, eh bien, on avait intérêt à l'étudier dans le cas des astéroïdes parce que, on a été soumis à un corps qui était constitué en surface de ce milieu-là et on l'a confirmé d'ailleurs avec les autres missions. Et tout cela avec un premier rendez-vous. Voilà, tout cela avec un premier rendez-vous qui nous a aussi confirmé l'effet de ce qu'on appelle l'érosion spatiale. Donc l'érosion spatiale, c'est en fait le fait que les particules qui viennent du Soleil tapent la surface des astéroïdes et on a pu constater que plus la surface est exposée, plus elle a tendance à rougir spectralement, c'est-à-dire à émettre dans les longueurs d'onde du rouge, parce qu'en fait, les radiations et les impacts de micrométéorites en fait révèlent des nanoparticules de fer sur la surface de ces objets comme Eros qui est silicaté, et ça a tendance à faire rougir la surface. Donc, du coup, ça aussi, c'est intéressant parce que ça nous a permis de savoir quand est-ce qu'une surface a été fraîchement exposée par rapport à une surface qui a été plus longuement exposée, simplement en regardant la couleur spectrale, est-ce que c'est plus rouge ou pas. Et d'ailleurs, les fonds des cratères d'Eros sont plus bleus, entre guillemets, que le reste, parce que en fait, un cratère révèle de la matière de sous-surface, hein, on expose de la nouvelle matière, et on a pu commencer à faire des âges relatifs de surface sur la base des couleurs. Donc on ne peut pas dire qu'Eros a rougi du fait d'avoir rencontré une sonde terrestre. Non, il n'a pas eu besoin de ça. Il a rencontré le Soleil et les micrométéorites, et ça l'a fait rougir. Et d'ailleurs, on l'avait déjà constaté avec les survols de la sonde Galileo, de Gaspra et Ida, dont on a parlé dans un autre podcast. Donc ce rougissement de surface est très intéressant. Et puis ensuite, on a pu, puisque la sonde s'est mise en orbite autour d'Eros, donc mesurer sa masse. En regardant la trajectoire de la sonde perturbée par la masse d'Eros, on a pu donc en extraire la masse d'Eros, et ayant un modèle de forme, et ça c'est l'avantage des missions de rendez-vous en 3 dimensions, hein, puisqu'on est resté autour d'Eros pendant un an, eh bien en ayant la forme, donc le volume d'Eros, masse sur volume nous donne la densité volumique, et la densité volumique d'Eros est de 2,7 grammes par centimètre cube, ce qui, quand on la compare à la densité volumique des météorites analogues d'Eros, qui sont les chondrites ordinaires, eh bien, nous dit qu'Eros a au moins une porosité, donc du vide, à l'échelle d'à peu près 20%. Et là, du coup, ça a été très intéressant, parce qu'un débat s'est ouvert. Est-ce que Eros est un monolithe avec des fractures qui permettent de faire cette porosité de 20%, ou alors est-ce que c'est un agglomérat de roches liées entre elles par la gravité ? Peut-être compacté ? Un peu compacté, voilà. Et ça, pourquoi c'est une question qui nous intéresse ? C'est parce que Eros fait 17 km de diamètre, donc il est probable qu'il soit né de la destruction d'un plus gros corps et qu'il en soit un fragment. Et au moment en fait où NIR était sur Eros, nous développions, moi-même avec mes collègues, en particulier Willy Benz en Suisse, Paulo Tanga, l'Observatoire de la Côte d'Azur, et Derek Richardson, l'Université de Maryland, nous développions les premières simulations de destruction d'astéroïdes de la Saturne principale, tenant compte de tous les processus physiques mis en œuvre, à savoir la fragmentation du corps, puis ensuite l'évolution des fragments générés sous leur propre gravité. Et ces simulations nous montraient que systématiquement, pour former des corps d'Eros issus de corps plus gros, eh bien, en fait, on partait de fragments plus petits qui seraient agglomérés ensemble, ce qui voudrait dire qu'Eros devrait être ce qu'on appelle en anglais un rubble pile, c'est-à-dire un agglomérat de petites roches liées entre elles par la gravité, issues de la fragmentation d'un plus gros corps. Et en fait, c'est pas sûr. En fait, on a commencé à avoir un débat. Alors, certains membres de l'équipe de NIR pensaient que non, en fait, quand on regarde ces grandes fractures qu'on voit sur Eros, c'est plutôt un gros corps fracturé qui n'a jamais subi ce processus de réagglomération, donc plutôt monolithique. Et on peut expliquer les 20% de porosité comme ça. Ou alors, non, en fait, c'est à l'extrême. D'autres disent, non, c'est un tas de sable aggloméré et les zones de fracture sont les mêmes qu'on voit dans les milieux granulaires, qui ont un peu de cohésion, et quand on tape dessus, on crée ces espèces de fractures apparentes. Donc, le débat est pas clos. Moi, il m'intéresse parce que j'ai toujours été un peu surpris qu'on n'arrive pas à former des corps aussi gros qu'Eros en détruisant des corps plus gros. Systématiquement, on forme d'abord des corps plus petits qui se réagglomèrent. Et si c'est faux, ça remet en cause un peu la façon dont on simule ces destructions. Et si c'est vrai, tant mieux. Mais on peut pas trancher. Et ça nous a montré, du coup, avec cette mission de rendez-vous, cette première mission de rendez-vous, l'importance de pouvoir mesurer la structure interne des astéroïdes. Parce que sur la base des données de surface, on peut avoir une ambiguïté. Et Eros, c'est le cas.
on ne peut pas trancher pour l'instant. Est-ce que c'est un monolithe fracturé ou un agrégat formé de rochers petits liés entre eux par de cailloux, de galets. l'attraction. Voilà. Et ça vous a donné envie de faire une autre mission, je suppose. Alors oui, malheureusement, pas une mission qui répondait à ce problème-là, mais l'intérêt des rendez-vous, c'est évidemment vérifié avec cette mission. Il faut d'ailleurs, pour terminer sur celle-ci, dire que le 12 février 2001, la NASA a décidé de faire atterrir NIR sur Eros, qui n'était pas prévu initialement. Et donc, c'était le premier atterrissage d'une sonde sur un astéroïde. Dans le but de tester le sol également ? Dans les lieux, en fait, c'était une fin de mission, donc on pouvait prendre le risque, puisque cette sonde, de toute façon, on avait fini la mission. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, l'idée, c'est de dire, on va tester nos outils de navigation pour voir est-ce qu'on arrive à atterrir sur Eros ou pas, quitte à perdre la sonde. Et en réalité, on l'a pas perdue. Et elle a donné des mesures de surface avec un spectromètre dans les rayons gamma. Et ça, c'était pas du tout prévu au départ. Donc, ça a été une mission non seulement de rendez-vous, mais en plus d'atterrissage. Et donc, c'était une première vraiment historique. Donc, bon, il y a eu des tas d'autres connaissances dont on pourra parler sur les astéroïdes avec cette mission, absolument magnifique. Et d'ailleurs, on est encore en train de travailler sur les données. C'est ça qui est génial, c'est que ces missions-là occupent les chercheurs pour des dizaines d'années parce que il y a tellement de données, il y a tellement d'avancées entre-temps qui font qu'on se dit ça vaut le coup de revenir sur les données d'Eros parce que du coup on vient de réaliser quelque chose qu'on n'avait pas encore étudié avec ces données. Donc ça en plus elles deviennent dans le domaine public après alors entre 6 mois et 1 an elles deviennent publiques, c'est-à-dire qu'elles n'appartiennent plus à la mission. Tout ça est mis dans ce qu'on appelle le Planetary Data System de la NASA et tout le monde y a accès. Donc en fait il y a encore beaucoup d'études qui sont faites sur Eros. Donc ensuite la NASA a fait une autre mission qui s'appelle la mission Dawn, qui est partie en 2007, qui est donc une autre mission, la deuxième mission de rendez-vous vers des astéroïdes. Entre-temps, il y a eu des missions de retour d'échantillons, mais on en parlera plus tard, parce que ça nécessite aussi un rendez-vous, mais on consacrera un autre podcast aux missions de retour d'échantillons. Je veux bien. Voilà. Donc, en termes de pur rendez-vous, on a eu donc une autre mission, qui est la mission Dawn, qui, elle, est partie en 2007 pour aller voir les 2 plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Wow. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Et en plus, c'est la première mission de rendez-vous vers 2 objets célestes. Et donc, cette mission a atteint l'astéroïde Vesta au début des années 2011-2012 et elle est restée 1 an autour de lui. Donc, Vesta, c'est le 2e plus gros astéroïde de la ceinture et d'ailleurs, c'est le seul dont on sait qu'il a subi ce processus de différenciation tel que les planètes, à savoir qu'il est constitué d'un noyau métallique, d'un manteau et d'une croûte. Est-il considéré comme une planète naine, du coup ? Non, parce qu'il n'a pas une forme sphérique. Il y a eu un petit débat là-dessus, et il n'a pas une forme sphérique, qui est une condition. Donc on rappelle que les planètes naines, ce sont en fait des corps qui ont atteint l'équilibre, ce qu'on appelle hydrostatique, qui leur donne cette forme sphérique, qui sont en orbite autour du Soleil, et dont la taille et la masse dominent par rapport à leur environnement. Donc effectivement, Vesta, qui est quand même le 2e plus gros corps de la ceinture avec ses 500 et quelques kilomètres de diamètre, on aurait pu, par rapport aux autres corps autour, il n'y a pas de corps aussi gros, on aurait pu le caractériser comme une planète naine, mais en réalité, Vesta a subi 2 impacts majeurs qui ont produit des cratères de la taille de Vesta lui-même. Oula. Voilà. Et donc, du coup, il n'a plus cette forme sphérique. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est qu'on a identifié des fragments issus de ces cratères qu'on appelle les astéroïdes vestoïdes, qui forment une famille. Et même, c'est le seul corps pour lequel on a un lien direct avec des météorites sur Terre qu'on appelle les météorites HED, dont on sait qu'elles viennent de Vesta. C'est quand même un tour de force. Ah oui, c'est magnifique. Et donc là, on a pu, pendant 1 an, découvrir ce qu'est un corps de 500 km dans la ceinture avec ce qu'on a découvert, non pas un seul cratère de la taille de Vesta, mais 2 cratères superposés d'un âge légèrement différent. Et ça, c'était impossible à avoir vu. Non, voilà. Donc là, lui, il a subi des effets majeurs. Et donc, on sait qu'il a donc un noyau métallique. Probablement un des premiers corps formés, d'ailleurs, pour pouvoir se différencier, comme on dit, c'est-à-dire avoir les métaux lourds qui descendent au cœur et qui ensuite forment un manteau et une croûte. Et d'ailleurs, cette croûte basaltique, elle est cassée par ces impacts qui ont été produits, qui ont la taille de Vesta. Donc, il a vraiment une histoire très riche. On a découvert d'autres structures géologiques bizarres, comme 3 cratères qui se mettent l'un à côté de l'autre et dont la taille est si différente qu'on dirait un bonhomme de neige, avec le corps, la tête et le petit bonnet.
C'est assez rigolo. Il y a aussi des structures linéiques, donc des espèces de lignes qui entourent Eros, comme des fractures, mais c'est pas évident que ce soit des fractures. Donc il y a des tas de pas Eros, Vesta. Donc il y a des tas de choses que l'on a vues sur Vesta qui sont intéressantes. On a même découvert la présence de matériaux carbonés, alors que Vesta n'est pas carboné, et qui nous indique que peut-être un des projectiles qui a produit l'un de ces gros cratères était carboné, et ça en serait les restes. Parce qu'en fait, pour faire un cratère aussi gros, il faut quand même un gros projectile, et il n'est pas impossible qu'il n'ait pas été entièrement vaporisé et qu'une partie du matériau soit restée sur Vesta. Ça paraît très logique. Voilà. Donc du coup, ça, c'était très intéressant. Donc ça, c'est pour Vesta. Ensuite, la sonde est repartie pour atteindre Cérès. Donc Cérès, c'est du coup une planète naine. Et oui, on y arrive. Voilà, en plus d'être le plus gros astéroïde, qui est d'ailleurs le premier découvert en 1801, le 1er janvier, par Giuseppe Paddi à Palerme. Les astronomes font pas le réveillon parce que observer le 1er janvier... c'est une fête en soi. C'est une fête en soi. Ah bah oui, là, c'était la première fois qu'on découvrait un corps entre Mars et Jupiter. Et donc, Cérès fait à peu près 960 km de diamètre. Il est rond et il a été caractérisé comme Pluton, très vite comme une planète naine, puisque il domine bien sûr par rapport à tout son environnement en taille et en masse. Et donc là, c'était doublement intéressant puisque c'était se mettre en orbite autour du plus gros astéroïde et qui est en plus une planète naine. Et là, se sont révélées des choses absolument incroyables, notamment le fait que dans un cratère, eh bien, on a découvert des petites zones brillantes qui ne sont rien d'autre que des sels qui pourraient émaner d'un océan qui est en sous-surface. Ah, dommage pour les dames qui nous écoutent, il ne s'agit pas de diamants. Non, c'est du sel. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le télescope Herschel, l'Agence spatiale européenne, avait déjà détecté, avant que Dawn arrive sur Cérès, que Cérès émettait de la vapeur d'eau. Et donc, on se disait, intéressant, donc Cérès s'évapore. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir de l'eau quelque part, puisqu'on détecte de la vapeur d'eau. Et effectivement, quand Dawn est arrivé sur Cérès, on a découvert qu'il y avait de la glace à la surface. Donc de la glace, alors qu'en principe, la glace... Et pourtant, nous ne sommes pas à Nice. Non. Dans la spécialité, une des spécialités est la glace. Mais ça, cette glace, elle a du goût. Je suis pas sûr que celle de sur Cérès ait du goût. Mais en tout cas, elle nous indique que de la glace existe entre Mars et Jupiter. Et il s'agit bien de glace d'eau. Et il s'agit bien de glace d'eau, c'est très important de le dire. Et on avait déjà détecté de la glace sur un autre corps qui s'appelle Thémis, sur la base des données au sol, ce qui nous avait commencé à nous dire que, oula, ça c'est très intéressant parce que la glace, elle est pas stable entre Mars et Jupiter du fait de la température par rapport au Soleil. Donc, comment ça se fait qu'on en a autant et en plus des objets glacés? Donc ça conforte les idées qui ont été développées d'ailleurs en partie à Nice, qui disent que au début du système solaire, il y a eu des danses des planètes qui ont bougé et qui ont permis de transférer du matériau formé derrière Jupiter, là où il y a de la glace, pour le parquer entre Mars et Jupiter. Et ainsi, on a de la glace qui se révèle à nous. Et donc, non seulement il y a de la glace, mais en plus du fait de ces sels qu'on a détectés sur quelques portions de surface de Cérès, eh bien, la seule possibilité d'expliquer tout ça, c'est que au-dessous de la surface de Cérès, il y aurait un océan liquide, et donc Cérès ferait partie de ces mondes qu'on appelle des mondes océans. Et donc, ça a ouvert tout un champ de recherche là-dessus, et puis de propositions pour aller voir Cérès à nouveau, en récolter un échantillon, comprendre ce qu'il y a à la surface, parce que il fait partie des candidats pour héberger peut-être les conditions pour faire la vie, comme par exemple le satellite Europe de Jupiter, qui a aussi un océan en sous-surface, Encelade autour de Saturne, Titan, enfin voilà, de plus en plus, on réalise que de l'eau liquide pourrait exister en sous-surface. On n'a pour l'instant jamais découvert d'eau liquide à part sur Terre, à la surface, mais en sous-surface, il pourrait y avoir des océans liquides. Et ce qui est étonnant, c'est que même un astéroïde entre Mars et Jupiter, on n'est pas en train de parler des gros satellites de Saturne ou de Jupiter, eh bien, même un astéroïde de 960 km de diamètre pourrait contenir un tel océan. Et donc, on voit bien, encore une fois, à quel point ces missions de rendez-vous nous apportent une richesse d'informations qui valent l'effort de faire ce genre de mission. Très intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres perspectives en termes de mission de rendez-vous vers les astéroïdes? Oui, absolument. Alors, je les évoquais, on en parlera dans d'autres podcasts. Il y a la mission Hera de l'Agence spatiale européenne qui va être lancée le 7 octobre 2024 pour atteindre l'astéroïde Didymos, donc faire un rendez-vous, l'astéroïde binaire Didymos en octobre 2026, afin d'étudier les conséquences de l'impact de la mission DART de la NASA, donc
dans le cadre du premier test de déviation d'astéroïdes. Ça va être assez exceptionnel. Ah oui, avec des premières, puisque pour le coup, on a parlé de la nécessité de mesurer la structure interne des astéroïdes, ce qui n'a jamais été fait, et les grandes questions que cela pose concernant Eros, pour lequel on n'a pas pu me faire cette mesure. Et là, avec cette mission Hera, on a un radar à basse fréquence sur un des 2 CubeSats, puisque cette mission contient un satellite et 2 mini-satellites, des CubeSats qu'on les appelle, qui ont des tailles de boîte à chaussures. Et dans l'un d'entre eux, qui va venir à proximité de Dimorphos, qui est la petite lune de Didymos, impacté par DART, on va sonder l'intérieur avec un radar basse fréquence. Donc c'est la première fois qu'on va faire ça. Autre mission de rendez-vous, c'est la mission Hayabusa 2 Sharp, qui est en fait l'extension de la mission Hayabusa 2 de la JAXA, qui a ramené un échantillon sur Terre et qui est reparti pour atteindre un petit corps de à peine 60 mètres de diamètre. Et faire un rendez-vous avec un corps comme ça, c'est un grand défi qui tourne en 10 minutes sur lui-même. Donc c'est un rotateur rapide. Alors là, c'est d'une complexité incroyable. Et ça sera pour 2031. Et on n'a aucune idée de propriété d'un corps de 60 mètres qui tourne en 10 minutes sur lui-même. Donc ça va être vraiment très intéressant. Sachant qu'en plus, c'est la taille du corps qui a explosé au-dessus de la Tunguska en Sibérie en 1908, le 30 juin 1908. Très intéressant pour la défense planétaire. Voilà, très intéressant pour la défense planétaire. Autre mission de rendez-vous, la mission Ramsès de l'Agence spatiale européenne, dont un préfinancement a été approuvé par les délégations, et ça a fait l'objet d'un autre podcast, qui va faire un rendez-vous avec l'astéroïde Apophis pour l'étudier avant son passage le plus proche et pendant son passage le plus proche le vendredi 13 avril 2029, et qui sera suivi par un autre rendez-vous, c'est la mission Osiris-Apex de la NASA, qui, elle, va étudier les effets à long terme. Mais ça, on en a déjà parlé. Et là, enfin, le dernier rendez-vous, 2 autres rendez-vous dont je dois parler, la mission Tianwen 2 de l'agence spatiale chinoise, qui doit partir récolter un échantillon d'un astéroïde tout petit qui tourne autour de la Terre. Donc, c'est plutôt dans les missions de retour d'échantillon que je parlerai de cette mission. C'est la fameuse quasi-lune. Voilà, une sorte de quasi-lune de la Terre, mais on en reparlera. Et enfin, la mission des Émirats Arabes Unis, Emirate Mission to the Asteroid Belt, donc la mission des Émirats vers la ceinture des astéroïdes, qui, après avoir fait le survol de plusieurs astéroïdes dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, atterrira sur le dernier astéroïde visité pour y déposer un atterrisseur et en fait faire une démonstration technologique, s'assurer qu'ils savent déposer quelque chose en faisant des images. Et donc ça nécessitera aussi un rendez-vous de la sonde pour pouvoir faire ça. Donc on a quand même des belles perspectives de missions de rendez-vous, et vu les 2 missions qui ont eu lieu, qui ont fait des rendez-vous avec des astéroïdes et la richesse de connaissances qu'elles nous ont offertes, on a de quoi se réjouir. Alors effectivement, c'est très réjouissant, il y a plein de défis à venir et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain podcast. Merci Patrick. Merci.